Bonjour, la FQP PACA, Association France Qualité Performance, a le plaisir de vous présenter son 33e webinaire consacré au thème de la sobriété. Ok, bonjour à tous. Merci Guy. Donc, je vous souhaite moi aussi la bienvenue à ce webinaire et à la reprise de notre programme Entraide. Et effectivement, nous sommes au 33e webinaire. Avant de passer la parole à Madame Morvan, je voudrais vous présenter quelques slides sur la FQP et sur ses activités, notamment bien sûr pour ceux qui ne connaissent pas la FQP et ne la pratiquent pas couramment. Donc je vous passe quelques slides rapides et ensuite nous rentrons dans le vif du sujet. Donc la FQP et la vocation de la FQP, c'est d'être un lieu d'échange entre les organisations, les idées et les hommes. Et quand on parle d'organisation, on parle aussi bien d'entreprises que d'établissements publics. C'est les organisations, entre guillemets, générales. Donc ça, c'est la vocation générale de la FQP. Nous avons un axe très important pour nous, qui est le fondement de toutes nos activités et qui est la qualité. Et pour les émules qui sont des experts en matière de qualité, vous retrouverez là une maison bien connue des praticiens du Lean. Donc, effectivement, nous avons trois piliers et tout ceci rappelle aussi la RSE pour ceux qui pratiquent la RSE dans leur organisation et connaissent la RSE. Donc voilà la vocation principale de la FQP. Nous avons 4 axes de développement à nos actions. Nous sommes là donc pour promouvoir la qualité. Nous sommes là pour fédérer, c'est-à-dire être un lien entre les différents acteurs, et on parlait donc de public et privé, mettre à leur disposition un espace d'échange. Il y a en troisième action, le troisième axe, le vocable accompagner. Ne nous méfrenons pas sur le terme accompagner. Il ne s'agit pas de conseil, il s'agit d'être avec vous, avec les responsables d'entreprise et les qualiticiens pour faire un parcours ensemble et essayer d'améliorer leur performance. Et le quatrième point, nous avons également pour ambition d'innover, c'est-à-dire d'aller toujours de l'avant et essayer de défricher des domaines et des activités que jusque-là qui n'ont pas été abordées. Nous sommes actuellement sur la qualité 4.0 dont probablement vous avez entendu parler, et voilà un terme sur lequel nous travaillons et sur lequel nous essayons d'innover. Nous avons des valeurs, bien évidemment, et la valeur centrale est le bénévolat. Nous sommes tous des bénévoles, nous sommes sur une association non lucrative. Comme je vous le disais, nous partageons, et notre troisième valeur, c'est le respect. C'est le respect de l'éthique. Nous ne sommes pas là pour faire du business entre nous, mais faire de l'échange et essayer de progresser ensemble. Voilà nos trois valeurs, partage, bénévolat et respect. Quelques actions. Vous avez sur ce tableau un aperçu de ce que nous pouvons proposer, mais il n'y avait pas suffisamment de place sur une page pour tout mettre et nous étions quand même pressés par le temps. Donc, quelques activités, mais nous en avons bien d'autres, sachant que comme nous sommes sur le partage, eh bien, il y a comme groupes qui font du partage. Il y a les cercles, il y a les ateliers, il y a les visites d'entreprise, il y a les petits déjeuners, les ateliers, etc. J'attire attention sur les prix. Nous avons beaucoup de prix
au niveau de la FQP, le prix de l'étudiant, le prix du leader qualité, le prix du livre, le prix de l'entreprise. Le prix du livre, je vais y revenir en présentant dans quelques instants Madame Morvan. Voilà rapidement ce qu'est la FQP. Nous espérons vous y retrouver et grâce à vous, venir compléter ce tableau d'activités, car comme dans toute association, nous sommes sur le principe de l'auberge espagnole. Nous venons nous enrichir à la hauteur de ce que nous investissons, de ce que nous apportons. Alors aujourd'hui, le thème de notre web est la sobriété ou la décroissance et les chemins pour un monde durable. Alors c'est un sujet qui est chaud brûlant. Il est chaud brûlant non seulement pour nos entreprises, mais également chaud brûlant pour nous à titre individuel. Le propos aujourd'hui que va nous développer notre intervenante est de savoir si nos entreprises vont s'en sortir et à quel prix. Est-ce que, en fait, nous sommes condamnés à la décroissance? Vous savez, la fameuse écologie punitive. Est-ce que, en fait, sobriété et croissance arrivent à se conjuguer ensemble? Et tout ceci pour un monde durable, acceptable, vivable. Est-ce que nous allons nous en sortir? Alors, voici les quelques questions de fond auxquelles notre intervenante va essayer de répondre et nous apporter ses lumières. Alors, notre intervenante est Marie-Hélène Morvan. Elle est une spécialiste de la transition écologique, domaine dans lequel elle accompagne un certain nombre d'organisations. Complémentairement, elle préside une association qui s'appelle Sobériser, et c'est une association que la FQP a primée il y a quelques années. Elle a primé son ouvrage qui, bien nommé, s'appelle Sobériser. Et effectivement, ce livre, cet ouvrage, a reçu le prix du livre qualité performance en 2019. C'est vous dire qu'aujourd'hui, nous croyons beaucoup en l'expertise de Madame Morvan sur le sujet, et nous sommes certains, en vous la présentant et en la mettant à votre disposition pour répondre aux questions, que nous avons là mis en face de vous une vraie experte à qui, bien sûr, je passe la parole. Madame Morvan, c'est à vous. Un grand merci pour cette présentation. Peut-être que pour moi, il serait plus facile que vous gardiez la main sur les slides, si ça ne vous dérange pas. Il y en a peu à passer. Bien volontiers. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci de cet accueil. En effet, j'ai participé à un ouvrage collectif lorsque je travaillais chez Air France. Je n'étais pas encore sur les sujets de RSE et de développement durable à l'époque, c'était en 2017, et j'ai participé à l'élaboration d'un ouvrage collectif sur le thème de la sobriété et de la mise en résonance entre cette notion de sobriété et celle de la performance des entreprises. Un travail très intéressant à une époque où la sobriété n'était pas un thème qui faisait la une des journaux, contrairement à la situation actuelle. En 2017, la sobriété était un terme assez clivant, en fait. Qu'est-ce qu'on trouvait dans la littérature? Si vous cherchiez un petit peu des références sur la sobriété, on trouvait la sobriété heureuse de Pierre Rabhi, mais qui est un concept un peu clivant dans le monde économique. Puis on trouvait des références assez anciennes, comme le rapport Meadows du Club de Rome, qui en 1972 parlait déjà de limites planétaires. Voilà. Ce thème a beaucoup évolué. Aujourd'hui, nous sommes 6 ans plus tard. Un certain nombre d'événements géopolitiques l'ont amené sur le devant de la scène. Et ce que je vais essayer de partager avec vous
une bonne demi-heure, mettons, c'est ce qu'on pourrait appeler une forme de pilotage par la sobriété. Pourquoi piloter l'économie par la sobriété? Comment? Qu'est-ce que ça veut dire dans une entreprise de piloter par la sobriété? Et puis, effectivement, ensuite ouvrir peut-être la conversation autour de cette idée de sobriété ou décroissance. Alors, pour introduire le propos, je le dirais de cette manière-là, c'est que l'humanité ne se gère pas en bonne mère de famille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que l'humanité au global vit au-dessus de ses moyens. Et c'est ce que dit tout simplement le jour du dépassement de la Terre, c'est-à-dire le jour de l'année où l'humanité a consommé toutes les ressources que, naturellement, la Terre est en mesure de reconstituer du point de vue de sa biocapacité. Et là, c'est en excluant même les ressources fossiles. En France, ce jour est le 5 mai en 2023. C'est-à-dire que c'est la date à partir de laquelle, finalement, l'humanité, si toute l'humanité consommait comme la France, elle vivrait à crédit sur les ressources de biocapacité de la Terre. Ce jour a un tout petit peu avancé, c'est-à-dire c'est un petit peu amélioré de 2 jours par rapport à 2017, l'année où nous avons écrit cet ouvrage collectif Sobérisé. En revanche, quand vous regardez au niveau global, au niveau du monde, eh bien, ce jour de dépassement de la Terre intervient plus tard si on regarde le monde entier, il intervient le 28 juillet, c'était en 2020, ça ce sont les chiffres de 2022, mais en revanche, pour le monde, on est en aggravation de la situation puisqu'en 2017, on était au 1er août. Donc là, on a plutôt perdu 3 jours. Voilà. Ce jour de dépassement de la Terre, il porte en lui un constat qui est assez simple, qui est de dire, eh bien, l'humanité, tout simplement, consomme trop. L'humanité consomme plus que ce que la Terre peut lui donner de manière pérenne. Et ce constat, finalement, il amène à une conclusion assez simple, c'est que consommer trop, si on veut résoudre le problème de consommer trop, c'est finalement moins consommer, et moins consommer ou mieux consommer. On va voir quelles sont les nuances que l'on peut faire entre ces deux notions. Eh bien, ça consiste à optimiser le partage d'éléments finis, c'est-à-dire sobériser. Suivant, s'il vous plaît. Alors, sobériser, c'est un néologisme, évidemment. En 2017, le GIEC n'avait pas encore proposé de définition de la sobriété, n'introduisait d'ailleurs pas la sobriété dans ses travaux explicitement. Aujourd'hui, le GIEC donne cette définition qui est la suivante. Alors déjà en anglais, c'est très intéressant de voir la sémantique, on y reviendra. Sobriété en anglais, c'est sufficiency. Sufficiency évoque évidemment un juste équilibre, une forme de suffisance, et ce qui va nous amener vers cette idée d'économie de la suffisance plutôt que d'économie de l'accumulation. Alors, on peut lire ensemble, si vous le souhaitez, cette définition. Les politiques de sobriété se composent d'un ensemble de mesures et de politiques du quotidien qui évitent la demande en énergie, matériaux, sol et eau, tout en garantissant le bien-être de tous dans les limites planétaires. Donc, vous voyez, on voit intervenir tout de suite une notion de juste mesure, une notion de suffisance. Pour nous sobériser, c'est un verbe d'action, c'est un verbe qui signifie transformer nos économies et nos sociétés vers des fonctionnements plus sobres et par là plus durables. Alors, si on revient un tout petit peu sur l'histoire récente de ce terme de sobriété, en France, depuis 1 an, il s'invite beaucoup dans le débat public. Dès 2021, les conséquences industrielles des arrêts d'activité liés au Covid, puis l'Ukraine, puis l'été dernier qui a été particulièrement chargé en événements climatiques extrêmes, notamment sur l'eau, et puis évidemment cet appel à la sobriété énergétique par le gouvernement pour tenter de rester dans un équilibre d'un point de vue de nos ressources énergétiques pendant l'hiver dernier. D'ailleurs, on peut s'apercevoir que ces appels à la sobriété ont été suivis d'effets.
puisque les indications, les informations que j'ai pu voir montrent qu'on a baissé nos consommations énergétiques d'environ 10% sur l'hiver 2022-2023, ce qui n'est pas mal en fait. Ça pourrait être probablement encore mieux. Si on regarde par exemple le Japon après Fukushima, a été dans une contrainte encore plus forte que celle qu'on peut vivre actuellement avec les difficultés géopolitiques liées à l'Ukraine. Après Fukushima, le Japon a baissé d'environ 40% l'usage, par exemple, d'air conditionné dans les ménages. Et au global, sur une période assez longue, on voit que 10 ans après, la demande d'électricité au Japon a baissé de l'ordre de 10%, ce qui est quand même une information extrêmement intéressante parce qu'on est là dans une forme de pérennisation de la baisse de la demande. On ne sait pas du tout aujourd'hui si la campagne d'appel à la sobriété qui a eu lieu l'année dernière en France va amener à une forme de pérennisation, de stabilisation de la demande à un niveau plus bas. Et c'est bien ça l'idée d'une politique de sobriété, c'est qu'elle ne soit pas que circonstancielle, mais qu'elle arrive à s'ancrer dans la durée. Voilà, slide suivant, s'il vous plaît. La précédente. Voilà. Donc, sobériser, qu'est-ce que cela signifie, et notamment au niveau de l'économie de l'entreprise et de l'économie au niveau global? Il s'agit d'optimiser le partage d'éléments finis pour rester notamment dans les limites planétaires qu'on évoquait tout à l'heure au niveau global. Alors, optimiser le partage d'éléments finis, lesquels? Il s'agit tout d'abord pour sobériser de moins consommer et ou de mieux consommer. Ensuite, probablement de moins produire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il est encore assez difficile d'envisager un découplage massif entre la quantité de production et la consommation de ressources, même si, encore une fois, cette hypothèse-là peut être discutée. Ensuite, sobériser, c'est aussi innover autrement, innover pour d'autres raisons, sur d'autres objectifs et avec d'autres méthodes, tout en s'appuyant, bien sûr, sur des sources d'innovation qui, elles, peuvent contribuer à la sobriété. On va y revenir. Sobériser, c'est aussi mieux organiser les entreprises peut-être d'une manière différente pour faciliter leur résilience et leur adaptation aux nouvelles conditions que leur proposent les écosystèmes actuellement fortement perturbés. Et c'est aussi utilisé avec une forme de discernement, ce qu'on peut appeler les moyens psychiques, mais en tout cas l'énergie humaine, qui est une autre ressource. Et lorsqu'on parle de sobriété, on y pense moins souvent, mais bien sûr, cette ressource-là est absolument essentielle pour les entreprises et pour les sociétés de manière générale. Donc, si vous voulez bien, on va décliner ces cinq axes pour illustrer une forme de ce qu'on pourrait appeler un pilotage par la sobriété et qui aurait comme but, encore une fois, de réaliser une forme d'économie qui soit plus durable. La suivante. Alors, si l'on commence par le thème de la production, aucune entreprise n'a a priori intérêt à surconsommer ses ressources primaires. En particulier, on pense à l'énergie. Et la sobriété, de base, parle aux paysans, parle aux chefs d'entreprise. Des pratiques telles que le lean management, par exemple, se fondent sur l'évitement des gaspillages, des pertes de matière, des pertes d'énergie. Et tout cela, y compris, par exemple, produire en flux tendu pour éviter, là aussi, pour réduire les stocks, pour éviter de produire des invendus, tout cela contribue bien à une sobriété, évidemment. L'efficacité, donc là, on parle d'efficacité. Et l'efficacité,
fait partie pour moi clairement du registre de la sobriété. Simplement, si on va un cran plus loin, on comprend bien que l'efficacité fait spontanément partie du registre de la sobriété pour le chef d'entreprise dès lors qu'il s'agit de ressources coûteuses. Personne n'a intérêt à surconsommer, encore une fois, des ressources coûteuses. Des ressources finies aussi ou chères. Et en fait, on a certaines de ces ressources qui ne sont pas finies ou considérées comme finies ou qui sont gratuites ou considérées comme telles. Certaines ne sont pas dans le monde marchand d'ailleurs. On pense à l'air, par exemple, mais si on revient un petit peu sur le champ même de la ressource psychique et qu'on pense par exemple au stress des salariés, au temps de travail d'un cadre, on peut envisager que dans l'entreprise, ces ressources soient finalement considérées comme non finies. L'air, on peut le polluer, et des ressources qui peuvent être perçues comme peu coûteuses, par exemple, je sais pas, je pense à l'eau de refroidissement qu'on peut utiliser, rejeter dans les rivières, après lui avoir fait jouer son rôle de refroidissement, c'est un service qui a un prix, une valeur, ou bien je pense par exemple à l'océan qui a servi pendant des décennies de lieu de dégazage pour des navires, transport des hydrocarbures. Aujourd'hui, ce type de pratiques sont réprimées, mais pendant très longtemps, ce type finalement de service rendu par l'écosystème était considéré comme gratuit. Et à partir du moment où on a ces ressources qui sont peu coûteuses ou perçues comme telles, cette logique d'économie dans l'entreprise et de recherche de sobriété sur ces paramètres-là est beaucoup moins évidente. Alors là, ce dont on vient de parler, ce sont des entrants directs. Pourquoi est-ce que je vous projette ce schéma-là, qui est le schéma du protocole, du GHG protocole, Greenhouse Gas Protocol, qui est le schéma qui guide le reporting environnemental des entreprises sur le CO2, en fait, sur les émissions de CO2. Pourquoi je vous projette ce schéma ? Parce qu'il fait apparaître une notion importante qui est celle de la responsabilité élargie d'une entreprise. On vient de parler plutôt des intrants qui sont dans ce qu'on appelle le scope 1, ce que vous voyez au milieu, c'est-à-dire le scope de reporting direct d'une compagnie, d'une entreprise. Ce scope de reporting direct, il a la caractéristique suivante, c'est que généralement, il a un lien assez direct avec l'économie de l'entreprise. C'est-à-dire que si vous réduisez la quantité d'intrants dans ce scope 1, eh bien, vous allez finalement réduire vos coûts a priori. Ce schéma du GHG protocole inclut les autres scopes, les autres périmètres de responsabilité de l'entreprise en amont et en aval. Et si on applique cette réflexion par rapport à la sobriété aux autres scopes, c'est-à-dire en amont et en aval de l'entreprise, évidemment, on s'aperçoit que cette logique de sobriété peut être moins immédiate. Par exemple, si l'on regarde les intrants de l'entreprise, qui peuvent faire partie du scope 2. Lorsque vous vous attachez à des achats durables, ça veut dire que vous allez vous intéresser à l'origine et à tout le cycle de production des intrants que vous allez acquérir, et à l'empreinte carbone ou l'empreinte matière ou même l'empreinte sociale de l'ensemble de vos achats. On pense immédiatement, par exemple, au domaine du textile, si on est sur les sujets sociaux, où sont achetés les textiles, où sont les usines de production de textiles, est-ce qu'elles se situent dans des pays dans lesquels les droits de l'homme sont au niveau d'exigence qu'on peut avoir dans nos pays occidentaux? Oui, non. D'où viennent les matières premières? Comment sont-elles extraites, etc. Quels sont les coûts d'approvisionnement et de logistique de tous les intrants? Dès lors que vous avez un regard sobriété sur ce scope amont,
par exemple, vous prenez en compte évidemment des facteurs qui sont plus distants par rapport à l'économie de l'entreprise et qui peuvent apporter un surcoût. C'est aussi là la grande différence par rapport à la logique du scope 1, c'est-à-dire le domaine de responsabilité directe de l'entreprise. Dès lors que vous réduisez vos intrants sur le scope 1, vous diminuez a priori vos coûts. En revanche, dès que vous regardez un petit peu plus loin, vous allez peut-être devoir renoncer à des intrants moins chers. Les moins chers, pourquoi? Parce que ce qu'on appelle leurs externalités négatives, c'est-à-dire leurs effets adverses sur l'environnement ou sur la société, eh bien, sont ailleurs, sont loin. Et de relocaliser, par exemple, ces approvisionnements vous coûterait plus cher et par contre, vous amènerait une meilleure sobriété. Idem pour l'aval de l'entreprise. Lorsque, par exemple, vous produisez mettons, des emballages plastiques à usage unique, cette production génère des externalités fortes en aval. Et une politique de sobriété consisterait effectivement à s'assurer de la recyclabilité de ces produits, ce qui évidemment constitue un coût pour l'entreprise et non pas une économie. Voilà. Donc, sur la production en synthèse, si l'on regarde le scope de responsabilité directe de l'entreprise, il y a souvent un alignement assez fort entre une recherche de sobriété en termes de matière et d'énergie et l'économie de l'entreprise. Si l'on regarde des périmètres plus élargis à l'amont ou à l'aval, cet alignement est souvent moins immédiat et demande plus d'efforts à l'entreprise. Passez au suivant, s'il vous plaît. Alors, si on revient au début du propos, sobériser, ça veut dire réduire in fine la consommation. Sobériser la consommation, peut-on penser, c'est une question de choix individuel. Mais en réalité, il est bien clair que le consommateur n'est pas isolé. Il est inclus dans un système qui est assez prégnant. Il y a d'ailleurs un paradoxe pour beaucoup d'entre nous, une injonction à la sobriété dans le travail, par exemple si on est dans le mode productif, à l'optimisation. Et dès lors que l'on allume son téléviseur ou qu'on descend dans la rue, on est confronté à des injonctions à la surconsommation. Par exemple, l'image de gauche est une photo que j'ai prise dans le métro à Paris à l'automne dernier et qui est une publicité de Cdiscount qui affichait le slogan que vous voyez là. « Mon vieil ordinateur fonctionne encore, mais un accident est si vite arrivé ». N'est-ce pas une incitation assez directe à la surconsommation, d'autant que la punchline que vous ne voyez pas sur l'image était « N'économisez pas votre plaisir ». Voilà, donc ça, c'est une injonction directe à la surconsommation. À l'extrémité inverse, à droite, vous voyez une capture d'écran de ce qu'on peut appeler une timide politique de démarketing qui a été faite par KLM. Alors, je ne l'ai pas retrouvée. J'ai fait une petite recherche, je ne l'ai pas retrouvée. Cette capture d'écran date là aussi d'il y a 6 mois à peu près. Je ne l'ai en réalité pas retrouvée. Mais c'était une campagne qui est restée active pendant assez longtemps, dans laquelle KLM incitait à examiner d'autres options que de prendre l'avion pour certains trajets, en incitant le consommateur à se dire, voilà, y a-t-il des alternatives à l'avion? Et si vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'alternative à l'avion, alors oui, venez acheter un billet chez KLM. Donc, c'est une tendance qui, évidemment, est encore assez timide, mais qui, me semble-t-il, s'oppose assez clairement en termes d'incitation à la consommation à celle que vous avez à gauche. La suivante, s'il vous plaît. Alors, en termes de marketing,
Sobériser, ça veut dire contribuer à amener une prise de conscience et une modification du comportement des acteurs. On verra tout à l'heure les conséquences éventuelles sur l'économie de l'entreprise elle-même, mais conceptuellement, l'idée est bien là, c'est sobériser, ça voudrait dire amener une contribution à une consommation au global qui serait plus responsable. Alors, vous voyez bien que la question là est celle des contre-pouvoirs qu'on peut amener à la puissance d'influence que peuvent avoir des marques comme celle-ci, que certains d'entre vous connaissent peut-être, c'est une marque Shein, qui est une marque d'origine chinoise, qui a un marketing extraordinairement puissant, qui incite ses consommatrices donc c'est une marque de vêtements très très peu cher et qui incite ses consommatrices sur les réseaux sociaux à mettre en scène une forme d'abondance extraordinaire. Les commandes consistent en de gros paquets où la consommatrice va recevoir chez elle des cartons avec 15 sacs différents, avec un t-shirt à 1 € dans chacun de ces sacs. Et la marque incite ses consommatrices à déballer tout ça et à afficher cette forme de surabondance. Voilà, c'est un phénomène absolument, enfin d'une puissance incroyable vis-à-vis notamment de certaines jeunes générations. À l'opposé, vous pouvez cliquer puisqu'une autre image devrait apparaître. À l'opposé, vous avez des marques qui depuis longtemps cherchent à inciter, à éduquer le consommateur à l'économie circulaire et aux 3 R. Cette marque est Patagonia et cette publicité date d'il y a bien une dizaine d'années déjà. Donc, on est à la fois dans une forme d'éducation à la consommation responsable et à la fois, on rejoint cette forme de démarketing qu'on voyait sur l'illustration KLM que je vous montrais tout à l'heure. Alors, sans aller dans ces modes extrêmes, parce que là, je pense que Shein a un extrême, Patagonia, dans ce type de communication, est à un autre extrême. Si on ne va pas dans ces extrêmes, on a quand même un certain nombre de bonnes pratiques en matière de communication qui apparaissent de plus en plus. Vous avez par exemple, en termes de publicité, un surinvestissement en médias lorsqu'on est dans l'automobile, sur les modèles les moins émetteurs. Par exemple, alors ça, ce sont des chiffres que j'avais relevés en 2021. Renault investissait à peu près 70% de sa publicité, de son budget publicitaire sur les gammes électrifiées, alors que la part dans le chiffre d'affaires de la marque Renault de ses véhicules électrifiés était en cible de l'ordre de 35% en 2025, une cible de 100% en 2030. Donc, en fait, un surinvestissement très fort par rapport à la réalité de sa gamme de produits. Par ailleurs, on voit de plus en plus de réglementations, alors que ce soit au niveau français avec la loi AGEC ou au niveau européen avec des textes autour des green claims, c'est-à-dire des allégations environnementales. On voit de plus en plus d'encadrement de la publicité qui amène les entreprises à développer une communication qui incite à des modes de consommation plus responsables. La question qu'on se pose évidemment sur le sujet de la consommation, c'est dans un monde sobre, un monde plus durable, est-ce que c'est un monde dans lequel les entreprises vendent moins? Et c'est là que la question de la qualité, de la durabilité des biens, de leur réparabilité entre en ligne de compte. Ainsi que celle d'ailleurs en creux de la réindustrialisation de la France, de la relocalisation de la production. Ce qu'on peut se dire, c'est que des produits, c'est qu'une forme de valeur, de retour en force de la valeur et de la qualité viendrait compenser cette forme de consommation qu'on voit là à l'écran, par exemple sur Shein. Sur le textile, il est assez évident qu'une consommation de meilleure qualité
a à la fois des avantages en termes environnementaux et des avantages par rapport à valoriser une qualité meilleure par des prix plus élevés. On est là, bien sûr, dans un schéma dans lequel on fait l'hypothèse que, par exemple, acheter français consisterait à acheter une meilleure qualité, avec la problématique de comment protéger du coup ces entreprises françaises contre la concurrence des importations à bas de coût économique. Et là, on arrive sur des sujets très politiques qui sont par exemple ceux d'instaurer aux frontières de la France et de l'Europe, enfin de l'Europe, bien sûr, on est sur un sujet européen et non pas français, une taxation carbone qui viendrait recentrer la consommation sur des productions qui intègrent une meilleure responsabilité sociétale. Voilà, la suivante, si vous voulez. Bien, voilà. Alors, on a vu comment s'aubériser la production, comment s'aubériser la consommation. Une autre dimension, c'est finalement quid de l'innovation. Comment est-ce que l'innovation s'articule avec cette idée de sobriété? Il est évident que d'énormes marges d'efficience existent encore dans l'utilisation des ressources et que là, l'innovation au travers du digital, au travers des objets connectés, par exemple, au travers de toutes les innovations que peuvent embarquer l'industrie 4.0, eh bien, ces marges d'optimisation et d'efficience sont extrêmement puissantes et il ne faut absolument pas s'en éloigner. Vous avez par exemple, il y a une source d'inspiration extrêmement puissante sur ces innovations qui contribuent à la fois à l'économie et à l'écologie. Ce sont les innovations labellisées par la Fondation Solar Impulse. La Fondation Solar Impulse a labellisé plus de 1000 solutions qui sont à la fois en contribution pour l'écologie et pour l'économie. Et là, on est parfaitement, disons, en synergie entre l'innovation et la sobriété. Le digital sert aussi à désenclaver, enfin, je pense à des applications de type microcrédit, bancarisation en Inde, en Afrique, dans des endroits où finalement l'innovation permet à des populations très défavorisées d'entrer dans une forme d'économie souhaitable, et cela grâce évidemment au numérique. Le digital est aussi un support à des modèles économiques complètement nouveaux, comme par exemple l'économie de la fonctionnalité. Je pense à l'autopartage, à des plateformes de location qui sont moins intenses en actifs physiques et qui permettent de mieux partager finalement des actifs physiques en passant sur la rémunération d'une fonctionnalité et non pas de la possession. Et a priori, ce sont des systèmes qui sont plus sobres. Et évidemment, sans digital, ces plateformes-là n'existent pas. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est pour s'aubériser, est-ce qu'il suffit d'innover? Et là, la réponse est clairement non, ça ne suffit pas, même si, encore une fois, c'est une contribution dont il n'est absolument pas question de s'éloigner. Alors, pourquoi est-ce que ça ne suffit pas? Ça ne suffit pas d'abord parce qu'il y a un effet rebond, c'est-à-dire l'effet rebond, c'est une forme de dédouanement, de bonne conscience qui amène la consommation finalement à croître en volume, même si elle se réduit en impact environnemental ou sociétal. Je vais vous donner un exemple. C'est les politiques de tri de déchets, plus les politiques de tri de déchets et finalement de recyclage s'affinent, plus on a confiance dans le fait que tous les déchets qui sont produits auront finalement une fin dans une forme d'économie circulaire, et bien moins en fait on aura tendance à faire attention au volume de ces déchets.
c'est une forme d'effet rebond. Une autre forme d'effet rebond, par exemple, j'ai un véhicule hybride, je vais avoir tendance à l'utiliser alors qu'il existe d'autres alternatives, mais je l'utiliserai avec moins de mauvaise conscience que c'était un vieux diesel. Je me pose moins la question et puis surtout, lorsque sa batterie sera déchargée, je roulerai à l'essence et en fait, cette voiture à essence-là sera beaucoup moins efficace qu'une voiture à essence qui ne serait pas hybride et qui ne trimballerait pas cette grosse batterie. Donc voilà, il y a tout un tas d'effets rebonds qui font qu'au final, hélas, en macro, les améliorations d'efficacité qui sont amenées par certaines innovations se retrouvent assez rarement ou très partiellement ou même pas du tout au niveau macro. Donc, ça veut dire efficacité, oui, mais tout en pilotant quand même avec sobriété les niveaux d'usage. Et pour l'innovation, alors il y a une autre thématique qui est extrêmement importante, c'est innover pourquoi ? Parce que l'objectif de l'innovation, eh bien en fait, l'innovation suit un petit peu le cours de l'histoire. Je vais prendre juste une illustration dans l'agriculture. Dans l'agriculture, sortie de la Seconde Guerre mondiale, l'objectif était de produire. Aujourd'hui, l'objectif de l'innovation dans l'agriculture n'est plus d'augmenter la production. Si je regarde un scope, un périmètre européen là, l'objectif n'est pas d'augmenter la production agricole au niveau européen. L'objectif, l'enjeu est celui de la résilience, de la pérennité des systèmes agricoles. Et donc, innover aujourd'hui en agriculture, ce n'est pas innover pour produire plus, c'est innover pour régénérer les capacités de production. C'est plutôt une innovation qui doit apporter de la stabilité que de la croissance. Vous pouvez passer à la suivante. Je vais conclure en quelques instants sur des thèmes plus organisationnels. Question qu'on peut se poser, c'est est-ce que certaines organisations sont nativement sobres, nativement plus sobres que d'autres? Alors, en termes stratégiques, j'évoquais tout à l'heure l'économie de la fonctionnalité. Il est clair que lorsqu'on partage un actif avec un usage plus intense de cet actif, a priori, il y a moins de consommation de matière derrière et donc une meilleure sobriété. Je vais vous donner une illustration. Ce sont par exemple des contrats de performance énergétique qui peuvent être mis en place par un certain nombre de prestataires qui prendront la responsabilité, par exemple, aussi de l'éclairage d'une entreprise plutôt que de vendre des lampes, la responsabilité sur l'éclairage, ce qui amènera à privilégier eh bien des installations beaucoup plus durables que si on est dans une logique d'obsolescence programmée qui peut se retrouver dans d'autres secteurs industriels. Donc, en termes stratégiques, il y a un certain nombre de modèles d'entreprise qui sont plus sobres que d'autres, donc l'économie de la fonctionnalité, la lutte contre l'obsolescence programmée, donc la réparabilité, tout ça sont des modèles d'affaires qui sont plus sobres que d'autres. En termes productifs, on pourrait se dire que l'économie circulaire est dans un certain sens le Graal de la sobriété. L'économie circulaire, ça veut dire trouver un débouché pour chaque déchet, sachant que ce serait une illusion quand même d'imaginer que les économies puissent tourner tout le temps sur les mêmes matériaux, parce qu'on sait que même la recyclabilité, premièrement, le recyclage consomme des énergies qui, elles, ne sont pas toutes renouvelables, en tout cas pas encore, et puis qu'il y a des limites à la recyclabilité des matériaux. Donc, une économie qui, en fait, chercherait à s'appuyer sur l'utilisation en boucle fermée d'une matière constamment recyclée serait en fait une économie qui se contracterait d'une manière tout de même assez rapide. En termes organisationnels, enfin, vous pouvez passer à la slide suivante. En termes organisationnels,
Certaines organisations peuvent être vues comme nativement assez sobres en nombre de personnes et en structure organisationnelle, comme par exemple les startups, des jeunes structures qui sont économes en moyens et qui sont contraintes à une extrême efficacité, eh bien, tout simplement par le fait qu'elles n'ont pas encore une rentabilité suffisamment forte. Le risque qu'elles doivent piloter avec beaucoup de soin est celui de l'épuisement des parties prenantes. Et là, on en vient sur le champ de la sobriété dans la mobilisation de l'énergie psychique des collaborateurs de ces startups en particulier. Et finalement, on peut appliquer le même type de raisonnement à des logiques comme l'ubérisation. Alors, l'ubérisation, ça veut dire mettre en réseau toute une série d'acteurs, mais sans qu'il n'y ait une structure sociale très rigide. Là aussi, il y a des risques parce que ces structures sociales ont des bénéfices clairs pour eh bien, les collaborateurs, les hommes et les femmes qui participent de ces organisations sociales. Et l'ubérisation qui, en termes organisationnels, peut paraître assez sobre, hein, puisqu'il y a très peu de structures finalement. Là aussi, doit être manié avec énormément de précautions si on veut rester sur une forme de sobriété de l'usage de l'énergie psychique et organisationnelle des différentes parties prenantes. Ce que je vous propose pour conclure, vous pouvez passer à la slide suivante. Celle avec les mots. Voilà. C'est que finalement, quand vous regardez les sujets qu'on a pu aborder lors de ce panorama rapide sur la sobriété dans les entreprises, on retrouve des termes qui sont ceux de l'entreprise durable. On retrouve le terme de résilience, l'idée étant effectivement d'innover pour amener une meilleure résilience des entreprises en elles-mêmes et bien des écosystèmes de manière plus globale. Le sujet des modes de comment la publicité, le marketing peut promouvoir des modes de vie plus désirables. La responsabilité élargie de l'entreprise qui fait qu'au-delà des pratiques d'économie sur son scope de responsabilité directe, elle s'intéresse à une forme de sobriété dans un périmètre économique plus large, et tout cela dans le respect de limites planétaires dans lesquelles chaque entreprise joue son rôle finalement dans une économie et une écologie plus globale. On peut passer à la dernière slide. Ce qui amène effectivement à revenir à cette notion de limite, de limite planétaire. Les limites planétaires sont de différentes natures. Elles ont été établies dans la foulée des travaux du GIEC sur un certain nombre de dimensions écologiques. Ce sont les limites planétaires dont on parle le plus souvent, celles liées au climat, liées à la biodiversité, liées aux ressources d'eau notamment. Et il y a une notion que j'ai fait figurer là dans le globe au centre, qui est celle que je vous invite à découvrir, qui est celle de la donut economy, donut comme le beignet. C'est une économiste qui s'appelle Kate Raworth, qui est très inspirante à cet égard et qui met en rapport deux types de notions. Celle de ces limites planétaires, en disant donc que l'économie globale ne doit pas surexploiter ses limites planétaires, doit rester dans une zone de sécurité par rapport à ces limites planétaires, tout en disant que les besoins humains amènent à utiliser quand même ces ressources planétaires. Et le donut, c'est le cercle vert que vous voyez apparaître ici, qui est le ni trop, ni trop peu, c'est-à-dire une utilisation suffisante pour répondre aux besoins de l'humanité, tout en n'étant pas excessive pour conserver la capacité de la planète à héberger cette humanité et les économies qui lui sont liées.
Voilà, je vois qu'il est midi 22. Si nous voulons laisser quelques instants à la discussion, on repasse la main. Tout à fait. Merci beaucoup pour toutes ces explications qui, personnellement, m'ont beaucoup éclairé sur le sujet. Nous avons un nombre certain de questions. Alors, je vais essayer de les grouper dans le peu de temps qui nous reste. Alors déjà, du point de vue d'une entreprise, je vais grouper celle-ci. Depuis de très nombreuses années, les entreprises ont été habituées à produire et à produire plus. Aujourd'hui, on va leur demander de produire moins. C'est un bouleversement. Comment l'anticiper? Et de façon plus, je dirais, précise, auriez-vous observé, de façon plus précise, donc, produire moins, c'est moins de personnel. Comment anticiper au mieux ce cheminement côté RH? Et quel rôle pour les DRH? Voilà une vision, question globale, question plus fonctionnelle, déjà, que je vous Oui, propose. en effet. Alors, pour moi, en fait, le sujet est évidemment global et il est clair qu'il y a des secteurs qui se développent et d'autres qui seront certainement amenés à être en contraction. Enfin, on voit des tas d'illustrations très, très claires et très simples. Dès lors qu'on va, par exemple, vers une transition hors des moteurs thermiques dans l'automobile, c'est sûr qu'il y a un certain nombre de secteurs qui sont en décroissance et d'autres qui sont en croissance. Donc, il y a une forme de logique de vase communicant au global. Au niveau de l'entreprise, ces transitions, évidemment, sont parfois impossibles à faire ou très difficiles. Et donc, en effet, très souvent, ces logiques de sobriété, elles doivent s'élaborer à un niveau plus global. Cela dit, on a des secteurs, on peut aussi viser. Alors, en fait, je pense qu'il y a deux niveaux à voir. D'abord, le niveau de est-ce que toutes les entreprises ont besoin d'être en croissance ou est-ce qu'on ne peut pas trouver une forme d'économie de l'entreprise qui soit une économie de la stabilité, pardon. On revient au terme de sufficiency, en fait, une forme d'équilibre qui s'établit. Et j'ai récemment travaillé dans une coopérative agricole qui est, enfin, une grande entreprise coopérative qui est Sodial, en fait. Donc, c'est une grosse entreprise qui fait 5 milliards de chiffre d'affaires. Mais en fait, le secteur du lait n'est pas en croissance. En fait. Et donc, comment est-ce qu'on gère une forme de stabilité, voire de décroissance? Évidemment, ça s'anticipe. Mais on peut aussi trouver une forme de stabilité dans laquelle, eh bien, en fait, il y a des revenus qui restent permanents, qui restent suffisants à la fois pour les actionnaires, enfin, en réalité, ce sont les coopérateurs, et pour les salariés qui eux-mêmes sont incités à devenir adhérents à la coopérative. Donc oui, tout ça s'anticipe par des modalités de mise en équilibre en réalité qui ne comptent pas que sur la croissance pour continuer à se développer. Merci. Alors, vous venez un peu d'aborder le point suivant que je voulais vous soumettre. C'était en termes de système, de gouvernance et de management. Je m'explique. Est-ce que vous avez observé une différence de posture côté sobriété entre des sociétés familiales et des sociétés qu'on qualifierait dans les médias le plus capitalistes, même si les deux sont sur le même mode? Ou est-ce que vous avez des systèmes de management que vous estimez plus adaptés à ce type d'approche? Vous venez de parler de coopératives. Est-ce qu'il y en a certaines qui sont plus adaptées que d'autres selon votre point de vue? Oui, alors, je pense qu'en France, il se passe quelque chose de très intéressant depuis la loi Pacte qui date de 2018 et qui a ouvert la voie assez explicitement à une nouvelle forme ou une évolution, mettons, du capitalisme. La loi Pacte permet la création d'entreprises à mission. Aujourd'hui, des entreprises à mission, il y en a plus de 1000 en France. Devenir entreprise à mission,
Ça consiste absolument pas à renoncer à être une entreprise à but lucratif, mais ça consiste à introduire dans les statuts de l'entreprise, au-delà du but lucratif, qui est notamment le but de rémunération des actionnaires, d'autres types d'objectifs, des objectifs sociétaux et ou environnementaux, qui sont inscrits dans les statuts et qui sont opposables au chef d'entreprise. C'est-à-dire que n'importe quel tiers peut en effet opposer au chef d'entreprise la réalisation ou la non-réalisation, en l'occurrence, d'un des objectifs qu'il a explicitement mis dans ses statuts. Et donc, c'est une logique qui se développe. Il y a pas mal de discussions aussi pour arriver à élargir ce statut au-delà de la France et notamment au niveau européen. Après, il y a plein d'autres labels de type B Corp, par exemple. Alors, B Corp, c'est un label plutôt américain qui amène de la même manière l'entreprise à se doter d'objectifs qui ne sont pas exclusivement économiques et pas exclusivement ceux de la rémunération des actionnaires, sans du tout exclure cette logique de profit. Après, vous avez d'autres logiques qui est l'ESS, l'économie sociale et solidaire, qui est plus contraignante, puisqu'elle va plafonner les bénéfices produits. Ce n'est pas le cas, en fait, dans l'entreprise à mission. Donc, clairement, l'entreprise à mission est une forme d'évolution du capitalisme que l'on voit émerger. Il y a des grandes entreprises et petites entreprises, mais qu'on voit émerger et qui est beaucoup plus propice à une prise en compte des logiques, notamment des logiques de sobriété qu'on vient d'évoquer. Et alors, est-ce que ce serait une approche balance scorecard révisitée, améliorée? Parce que je sais que déjà l'approche balance scorecard essaye de lutter contre ce que j'appellerais la dictature des tableaux de bord financiers. Est-ce que ce serait dans cette logique-là que l'approche serait à approfondir? Oui, tout à fait. Alors, je pense que c'est tout à fait une approche cohérente. Si je reprends effectivement une entreprise à mission, elle se définit une forme de raison d'être, une contribution sur un certain nombre d'axes écologiques ou sociétaux, avec des KPI, des objectifs généralement chiffrés. Et en effet, la bonne gouvernance derrière, c'est bien d'arriver à décliner en objectifs concrets ces métriques-là qui constituent la raison d'être de l'entreprise. Alors, le temps étant presque écoulé, j'aborderai encore juste 2 questions. Quelle est, selon votre avis, si vous en êtes familière, la contribution du lean à la sobriété? Et la deuxième, c'est, il y a quand même une loi depuis 90, enfin un principe pollueur-payeur qui existe. Comment se fait-il qu'il n'ait pas abouti à réduire cette problématique? Alors, le principe du pôle, je vais commencer par, non, la première, clairement, le lean est une contribution à l'efficience, pour moi, c'est clair. En revanche, le lean a été, me semble-t-il, décrié parfois comme étant finalement un faire-valoir à l'augmentation, une augmentation indue de la pression sur les individus. Parfois, ça a été vu comme ça. Donc, je pense que le lean est clairement une contribution à l'efficience. Est-ce qu'il a toujours été géré d'une manière assez prudente quant à l'écologie du psychisme des salariés? C'est une question ouverte. Sur la deuxième principe du pollueur-payeur, là, on est sur une notion qui est assez intéressante, qui évolue beaucoup aujourd'hui, qui est de dire... alors, ça se ramène un petit peu aux logiques de compensation carbone. Pour arriver à une forme de neutralité carbone, hein, si je prends l'illustration sur les émissions de CO2, il y a 2 manières de faire. C'est je baisse le plus possible les émissions carbone dont je suis responsable, ou je ne fais pas beaucoup d'efforts sur la baisse de mes émissions carbone, mais en revanche, j'achète des crédits carbone par ailleurs. C'est une contribution financière, finalement. En net, si on faisait un net, finalement, le résultat est le même. Mais pour la planète, évidemment, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et donc, aujourd'hui,
disons, ce qui est considéré comme le plus efficace, c'est que chacun fasse le maximum d'efforts pour baisser ses propres émissions. Et en revanche, après, lorsqu'on arrive vraiment à l'incompressible selon les technologies actuelles, on se dit effectivement, on peut en plus contribuer financièrement à la décarbonation d'autres secteurs. Donc, la logique du pollueur-payeur est celle-là. C'est bien effectivement de contribuer financièrement, à condition que cette contribution financière soit bien aiguillée vers de la décarbonation ou de la dépollution d'autres secteurs, ce qui n'est pas absolument garanti, et à condition d'avoir fait Ce n'est pas une soi-même. déculpabilisation, quoi. Oui. Voilà, exactement. Et à condition d'avoir fait soi-même tous les efforts pour faire sa propre part du job. Eh bien, malheureusement, nous allons devoir essayer d'être un peu sobre en termes de temps. Et donc, malheureusement, nous allons être obligés de clôturer cette session. Merci beaucoup, Madame Morvan, pour tout cet éclairage. Je vois, selon les quelques réactions qu'il y a dans le chat, que l'auditoire a été particulièrement enrichi par vos propos. Merci encore. Et donc, je repasse la parole à Jean-Jacques pour notre conclusion. Eh bien, merci également. Mes remerciements à Madame Morvan pour cette excellente présentation qui est un amorçage. J'espère que ça donnera envie à notre auditoire d'aller plus loin et éventuellement de se connecter sur l'association Soberisé et éventuellement venir nous rejoindre pour travailler sur la sobriété et pourquoi pas le lean. Deux mots et je conclus. Vous allez recevoir un petit questionnaire de 2-3 questions pour avoir votre feedback et votre évaluation sur ce webinaire. Merci donc d'y répondre et merci pour votre contribution. Dans ce petit questionnaire, il vous sera demandé, si cela vous intéresse, de recevoir les slides de ce webinaire. Et c'est à votre disposition si cela vous intéresse. Il suffit de cocher la case adéquate. D'autre part, sachez que ce webinaire sera mis, et tout l'enregistrement du webinaire sera mis sur YouTube et vous pourrez donc revoir et repasser en visionnage l'intégralité de cette vidéo. Merci beaucoup Alain Morvan, merci pour votre participation et j'espère que de vous retrouver sur nos lignes et les lignes AFQP. Nous sommes très friands des nouveaux adhérents et de nouvelles forces vives qui nous rejoignent. À bientôt et merci à tous. Bon week-end à tous. À bientôt. Au revoir.